juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter co-anime cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et aujourd'hui, on va parler sport d'endurance, et plus particulièrement sport enchaîné, mais on va pas parler de triathlon. Enfin, peut-être pas spécifiquement pendant tout l'épisode, mais on va parler swimrun avec l'un des fondateurs de la discipline. Je veux parler de Michael Lemel. Salut Michael. Bonjour et génial de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Écoute, c'est un plaisir partagé. Nos auditeurs l'auront bien remarqué. Tu as un accent, donc tu vas pouvoir nous dire un petit peu d'où tu viens. En tout cas, on te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis en plus, en français. Mais bon, vu que tu es au moins bilingue, ça va être parfait. On a une tradition dans le podcast, Michael, c'est qu'on donne la parole à notre invité pour se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Michael Lemel? Oui. Ça dépend de quel angle on va prendre. Je suis suédois. J'habite dans l'archipel de Stockholm, mais à 20 kilomètres du centre de Stockholm ça fait maintenant depuis 23 ans. J'ai jamais cru que j'allais vivre en Suède si longtemps, mais avant j'ai vécu en France, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Finlande et j'ai passé pas mal de temps dans le Pacifique. Alors, je pense qu'on pourra parler de beaucoup, mais j'ai aujourd'hui 56 ans. J'ai commencé de faire des sports d'endurance quand j'ai déménagé à Chamonix en 1990. Je travaillais pour Patagonia et j'ai commencé à faire du ski dans les montagnes autour de Chamonix et après ça a enchaîné avec le ski alpinisme et j'ai fait pas mal de temps sur les skis avec mon collègue Mats, avec qui j'ai cofondé et le Thule et le swimrun, parce que je l'ai connu à Chamonix en septembre 1990 et ça nous a apporté dans le plus beau graal de sport que j'ai fait, c'est vraiment les raids gauloises. En 1995, on a fait le raid gauloise en Argentine et une nouvelle porte s'est ouverte vraiment dans un monde et un univers que je ne connaissais pas. C'était vraiment fantastique de voyager dans la nature et dans son âme à ce point-là. Parce que de faire des courses de 7, 8, 9 jours d'enchaîner, c'était quelque chose de presque religieux. Et la première course qu'on a fait dans le Patagonie, ça nous a vraiment pris par le cœur et après on a créé une société ensemble, Mats et moi, pour pouvoir courir dans des courses de raid pendant 13 ans et au même temps on a développé une manière de travailler avec le sports marketing et ça nous a amené à l'ETE et le début de swimrun. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Bon alors, j'espère déjà que tu nous en voudras pas. En français, on dit Otilo. Ça te va si on prononce pas comme il faut? Il y a vraiment des millions de versions de comment le prononcer. Et je pense que c'est une des premières choses qu'on s'est décidé parce que quand Ötillö en suédois, ça veut dire de île en île. Et en 2006,
2005, on était avec parce que la course au Tilleux, c'est basé sur un pari entre quatre amis ils ont fait la fête le soir dans le Utevachu, c'est un hôtel dans l'archipel. Et pendant la soirée, ça a été de plus en plus arrosé et ils commençaient à parler de tout ce qu'ils avaient fait dans la nature et comment ils étaient forts. C'était ce jeu normal de mec, quoi, de parler de ses exploits. Et tout d'un coup, il y a un des quatre qui se tourne vers les deux autres et dit, moi et mon frère, on vous fait un pari que le dernier qui arrive sur l'île de Sandhamn, qui est à 75 kilomètres de l'île de Ute, il paye la soirée à l'hôtel de Sandhamn et on choisit le chemin nous-mêmes, mais il faut passer par 3 ou 4 différentes restos dans l'archipel pour juste que on sait que l'autre père est vivant. Et Mats et moi, on a entendu parler de ce pari et on a décidé d'essayer de faire quelque chose de commercial, de faire une course basée sur ce pari. Et au début, on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on va l'appeler. Mats, il a dit, ouais, mais on va l'appeler Ötillö parce que ça veut dire de île en île. Et après, il y a quelqu'un qui nous a dit, mais qu'est-ce qu'on dit en anglais? On dit non, mais on continue sur le fait que ça s'appelle Ötillö parce que ça devient quelque chose qui est difficile à dire, où on ne sait pas vraiment comment le dire dans des différentes langues. Et ça fait que on n'oublie pas. Et donc, si tu l'appelles ou si vous l'appelez Ötillö ou Ötillö ou je ne sais pas quoi, ça ne fait rien. C'est exactement le point. Bon, écoute, tu nous as donné plein d'infos. On va peut-être essayer de démêler tout ça. Ouais. Tout d'abord, pour revenir à toi, tu nous dis que tu as toujours fait beaucoup de sport. Tu as commencé à faire du ski quand tu es arrivé en France dans les années 90 à Chamonix. Non, j'ai fait du ski parce que j'habitais en Suisse avant quand j'avais entre 9 et 14 ans. Alors, j'ai toujours fait du ski, beaucoup de ski, mais de vraiment faire du ski de haute montagne, c'était quand j'ai vécu à Chamonix. Ouais. Donc du coup, on comprend bien en filigrane que tu es un sportif né, que tu as toujours fait du sport. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du sport? Pourquoi finalement? Pourquoi avoir choisi de faire autant de sport? Mon père avait un travail où on déménageait beaucoup. Alors avant 5 ans, je pense pas que ça fait beaucoup de différence, mais quand j'ai déménagé en Suisse à 9 ans, je jouais pas mal de foot avant. Et c'était pour moi une façon de trouver des amis. Je ne parlais de sociabiliser. Oui, je ne parlais pas la langue. Alors, je parlais la langue de sport, quoi. Alors, j'ai toujours été assez fort dans des différents sports et c'est quelque chose que j'ai vraiment donné à ma fille. Elle a 25 ans aujourd'hui, d'apprendre beaucoup de sport pour pouvoir jamais dire non. Parce que s'il y a quelqu'un qui te demande est-ce que tu veux venir faire ceci ou cela avec nous, c'est toujours bien de pouvoir dire oui, je viens et de se sentir à l'aise dans ce milieu. Alors pour moi, c'est une façon d'entrer dans les sociétés ou dans un milieu social et de trouver des amis. C'est une belle façon de réseauter, d'intégrer une communauté ou de continuer une communauté suivant les endroits où tu te trouves. Tu nous l'as dit ensuite, finalement, t'as un peu fait comme ton père, t'as beaucoup bougé, t'étais en France, t'étais aux États-Unis, t'étais un petit peu partout. Qu'est-ce qui a guidé ça, ce besoin de changer? Est-ce que c'était ton travail? Est-ce que c'était une envie de voir d'autres choses, d'autres paysages, d'autres communautés sportives? Je pense que oui, en suédois, on a des fourmis dans les pantalons. Alors, j'ai un peu les fourmis dans les pantalons. J'aime découvrir des nouvelles choses. J'aime
qu'est-ce qu'on dit, des challenges ou de me mettre dans des situations ou des milieux où je ne suis pas, que je ne maîtrise pas pour m'apprendre comment les maîtriser. Et j'ai toujours été assez opportuniste. Alors ça veut dire que s'il y a une opportunité qui s'ouvre, je n'ai pas peur de dire oui, je fonce ou j'y vais, parce que je peux toujours retourner. Alors j'ai toujours eu l'esprit assez ouvert de essayer de nouvelles choses. Tu nous as parlé aussi du raid Gauloise. Tu nous as dit que c'était une des plus belles découvertes que tu as pu faire dans le sport. Oui. Est-ce que avant ces raids Gauloises, tu avais déjà touché au multisport, donc qu'on parle de discipline enchaînée ou autre, et par exemple le triathlon? Non, du tout. Comme j'étais en montagne pendant l'hiver, je skiais beaucoup et ça commençait à ça a évolué de faire du ski de randonnée, et après ça nous a montré que c'était intéressant de monter vite et de descendre vite. Mats et moi, on était assez forts de descendre vite. Et Mats, il venait de courses de l'orientation et de ski de fond, alors c'était assez normal pour lui d'enchaîner dans le ski alpinisme, et on a fait des belles pierres à Manta, des belles courses comme ça. C'était vraiment fabuleux, et ça nous a, pendant l'été, c'était du VTT et du course à pied pour ouais, c'était comme ça la vie, quoi. Et c'est la belle vie, quoi, finalement. Tu faisais quoi à l'époque pour tu vivais parce que tu nous parles de ça, mais tu vivais de quoi? Tu vivais de ça véritablement? Non, je travaillais avec. T'étais pas pro? Non, je travaillais pour Patagonia entre 90 et 95. Je travaillais en Europe, à Chamonix, et après en Irlande, et après j'ai travaillé aux États-Unis pour Patagonia pendant 2 ans et demi, mais j'avais un travail où j'étais responsable pour mon calendrier, et j'étais responsable de vente et de marketing aux États-Unis dans 6 États, et c'était à moi comment gérer mon emploi de temps. Alors j'ai beaucoup travaillé, mais je me suis beaucoup entraîné aussi. Et c'était aussi une manière qu'est-ce qu'on dit, d'équilibrer. Oui, et aussi de trouver des bonnes relations avec des clients aussi, de faire des choses dans la nature avec eux. Et Patagonia, c'était une marque qui était vraiment, c'était les mêmes passions que je partageais. Alors c'était facile. C'est génial, c'est un peu le job de rêve en fait. C'était un job de rêve, mais ça m'a aussi consommé, et ils m'ont demandé fin 94, ils m'ont demandé de déménager en Europe et de travailler à Paris comme responsable de vente pour l'Europe, et j'ai décidé que c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Parce que c'était Paris, ou bien parce que c'était plus de responsabilités? C'était les deux. C'était être bloqué dans une grande ville. J'étais plutôt nature, et c'était aussi que je savais que ça allait demander beaucoup de moi, et j'avais pas l'équilibre avec la nature en vivant à Paris. Alors je dis, si vous allez déménager à Annecy, je serais partant, mais dans ce temps-là, c'était pas l'option. Maintenant, je sais que Patagonia, ils étaient à Annecy. Maintenant, je pense qu'ils sont à Amsterdam ou quelque chose comme ça, le siège d'Europe. Mais alors j'ai décidé en 95 de déménager en Suède, et c'était en même temps que j'ai commencé de faire des courses de raid. Et dans ce temps-là, on a vu, Mats et moi, qu'une façon de augmenter nos bourses de
de sponsors, c'était de faire de travail avec les différents sponsors. Alors, on a monté une boîte de sports marketing et on a commencé à travailler avec du sports marketing pour financer notre vie, quoi. Attends, parce que j'aimerais qu'on revienne là-dessus. J'aimerais qu'on revienne aussi sur les raids gauloises que tu nous expliques, parce que ça, c'est un truc incroyable. Et j'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu sur Patagonia. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Alors pour la petite histoire, Olivier, à chaque fois qu'on parle de raid et en particulier de raid gauloise, il a des petites étoiles dans les yeux. Ouais. Donc quand tu as commencé à parler de raid gauloise, je sais pas si t'as remarqué, voilà, il a les yeux qui ont commencé à faire des étincelles. Donc ça m'étonne pas qu'on revienne dessus. Ouais, non, c'est pas faux. Écoute, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait des raids, j'ai fait des raids, mais tu sais, des trucs organisés par des écoles de commerce qui font ça, mais c'est plus des trucs d'étudiants et c'est gentil, tu vois, c'est 4 jours où tu fais, je crois, 160 km et t'alternes VTT, course à pied, donc voilà, bon, c'est pas mal, hein, c'est une petite mise en bouche, mais les raids gaulois, c'est encore un autre niveau, donc voilà, effectivement, ça m'interpelle en tout cas, donc voilà, j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, mais d'abord déjà, travailler chez Patagonia, c'est comment, ou en tout cas, c'était comment à l'époque, parce que c'était quand même il y a 30 ans. Patagonia, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. On a beaucoup entendu parler aussi du fondateur, qui a été très médiatisé récemment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'était quoi Patagonia il y a 30 ans? C'était une Patagonia il y a 30 ans. Yvon Chouinard, il était actif dans la société, bien sûr, le fondateur, et j'avais la chance de travailler pendant la période où il avait écrit son livre Let My People Go Surfing. Et c'était vraiment son premier livre de sa philosophie de travail. Et pour moi, ça a vraiment montré une façon comment on peut travailler. Et ça vit avec moi toujours. Je suis toujours un énorme fan de cette manière de travailler, de prendre soin de son peuple et de prendre soin de la planète. C'était à la période où il avait commencé 1% for the planet et tout ça. Alors c'est une société commerciale, mais avec des très belles valeurs. Et c'est des valeurs, je pense, qu'il garde toujours. Et la raison, c'est que c'est toujours la famille Chouinard qui sont les plus grands actionnaires de la société. Ils ont décidé, comme tu le sais, il y a quelques mois, de donner la société à une fondation avec l'environnement comme sa première comme son premier but de vie, quoi. Et c'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais c'est aussi quelque chose qu'il a pu faire parce qu'il avait contrôle de la société. C'est pas beaucoup de monde qui peuvent le faire de cette façon-là. Et ouais, c'est vraiment une histoire très impressionnante. Ouais. Et ce fameux bouquin Let My People Go Surfing, tu peux si tu devais le résumer en une phrase ou deux, c'est quoi le concept? C'était de faire des choix. Premièrement, d'une façon commerciale, c'était de faire des choix de commerce ou de business qui étaient fondés sur des valeurs environnementales. Alors moi, j'ai fait partie de la réunion c'était Henry Barber qui était un des grands champions ou des grands grimpeurs solo américains des années 60 et 70 qui était aussi mon chef. Et j'étais avec lui chez Malden Mills quand quand Patagonia ils avaient décidé de changer tout leur fleece. Qu'est-ce qu'on dit quand ils ont dit à Malden Mills que
on aimerait que vous faites du fleece avec les bouteilles en plastique. Et Malden Mills, ils ont dit non, on va pas le faire. Et Patagonia, ils ont décidé, OK. Alors, Henry, il a dit, alors nous, on va changer de fournisseur. Et Malden Mills, qui était le plus grand au monde, ils ont dit non, parce que notre qualité est tellement bonne, vous ne voulez pas changer de qualité. Et Patagonia, ils ont fait le choix de le faire, en tout cas. Et ils ont fait un fleece, le premier PCR fleece, sans Malden Mills. Et un an après Malden Mills, ils avaient changé toute leur production pour commencer de le faire avec des bouteilles recyclées de plastique. Et c'est grâce à Patagonia, je veux dire, qu'ils ont changé toute cette manière au lieu de créer ce produit de vêtements avec qu'est-ce qu'on dit, avec des produits pétroliers, ils l'ont fait avec des produits recyclés. Et Patagonia, ils ont pris le choix de perdre énormément de recettes pour pouvoir faire ce changement. Ils ont fait la même chose avec le coton. Et c'était dans la même période, ils ont dit on arrête avec le coton traité chimique parce que c'est tellement mauvais pour les gens qui travaillent, il y a énormément de cancers et tout ça. On va que travailler avec le organic cotton. Et le organic cotton, les t-shirts, ils étaient à 3 fois le prix ou 4 fois le prix. Et ils ont vendu ça au lieu de vendre ça. Mais ils ont décidé de faire ce choix. Et c'est des choses comme ça qui sont vraiment fantastiques. Et il y avait aussi dans la société, il y avait ils avaient une crèche à la siège principale pour les enfants. Comme ça, les gens ils pouvaient laisser leurs enfants au travail et de manger à midi avec leurs enfants. On faisait des philosophy trips, on l'appelait, c'était vraiment tout le monde dans la société partait sur des activités de 3-4 jours ensemble pour vraiment parler de la philosophie Patagonia pour que tout le monde pense et vive de la même façon. C'était s'il y avait de la poudreuse en montagne, tu pouvais partir skier le matin et ouvrir une demi-heure plus tard parce que sorry, there's powder, or il y avait des belles vagues, tu pouvais faire du surf. C'était vraiment, il y avait un peu de flex parce que tu dis ouvrir, tu parles des magasins. Tu parles de ok, donc les magasins ouvraient une demi-heure plus tard, ouais. Parce que ils disaient voilà, il y avait la poudreuse, faut qu'on en profite, ouais. Sorry quoi. Ouais. Ouais. Génial. Ouais, non, mais c'était vraiment une idée qu'il faut profiter de la vie parce que si tu as la chance de exprimer ta passion, tu donnes plus au travail. Tu as plus de loyauté. Et puis tu es aussi un peu plus productif puisque c'est en accord avec tes valeurs, ouais. Avec ton équilibre, avec ta balance. Et tu prends aussi soin parce que tu dis OK, mon travail me donne ceci, il faut aussi que moi je redonne à mon travail. Alors cette philosophie de cet équilibre c'est engrainé à l'intérieur de moi quoi. Ouais. Et c'est vrai moi je le vois, je le réalise avec des gens qui sont prêts en fait à diminuer leur salaire presque par 2 à partir du moment où ils peuvent juste être heureux et vivre de leur passion. Tu vois qu'en fait le moteur finalement c'est plus forcément l'argent quoi. Non, il faut je pense qu'il y a plein de choses qui motivent les gens différemment, mais je pense qu'il y a un grand nombre de personnes où l'argent n'est pas la première motivateur. Pour moi, c'est pas la première motivateur. Pour moi, c'est de faire autre chose.
c'est sûr. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que c'est très dans l'air du temps aussi. C'est un peu la tendance aujourd'hui. Les gens reviennent beaucoup plus à des modes de vie un peu plus simples où ils ont plus de temps pour faire ce qu'ils aiment aussi. Sachant que oui, t'as besoin d'argent minimum pour vivre, mais après c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale décroissante. Chaque euro en plus, bah en fait au début ça vaut beaucoup. Quand t'as rien, bah 1 euro c'est beaucoup. Et puis en fait au-delà d'un un certain montant, bah en fait 1 euro de plus, 1 euro de moins, ça change plus grand-chose. Ouais. Et ce que tu veux, c'est plutôt du temps plutôt que t'es limite prêt à payer pour regagner du temps, quoi. Donc à un certain moment. Ouais. C'est un raisonnement de luxe, mais où je suis complètement d'accord avec toi que si tu as assez, c'est pas le plus important, mais si tu n'as pas assez, c'est le plus important. Ouais. Et comme tu le dis, hein, effectivement, c'est un raisonnement de luxe. Je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on vit dans des sociétés occidentales où en fait on peut assez facilement avec même à la limite avec un mi-temps, bah tu peux vivre convenablement et voilà. C'est malheureusement pas le cas de tout le monde dans d'autres pays sur la planète. Donc, Ouais. il faut en être conscient aussi, quoi, bien sûr. Et même où on vit. Et donc le Let My People Go Surfing, c'était ça, quoi. C'était écoutez, voilà, s'il y a des belles vagues, bah allez-y, et puis c'est pas grave, vous ouvrirez le magasin une demi-heure plus tard, et puis de toute façon, bah vous serez d'autant plus motivé le restant de la journée, quoi. Ouais, c'est un livre fantastique à lire, quoi. Il est sur ma liste. Tu sais, j'ai une liste de livres à lire, mais elle est assez longue. Et d'ailleurs, moi, je fais quelque chose. C'est un petit peu, on me le reproche parfois, mais quand il y a un livre qui m'intrigue, je l'achète et je me dis, je le lirai un jour. Mais du coup, j'ai une bibliothèque qui est énorme. Et je pense que 80... Fantastique. Pardon? C'est fantastique. D'ailleurs, il y a un terme pour ça. Je pense que 80% des bouquins que j'ai chez moi à la maison, je les ai pas lus. Et il y a un terme pour ça en japonais. Alors, je l'ai oublié, je pourrais le retrouver. Mais il y a un terme en japonais, il y a un mot pour dire ça. Donc c'est un mot qui dit avoir des bouquins chez toi, mais que tu n'as pas encore lu parce que ça te rappelle à quel point tu es ignorant. Et ouais, donc les Japonais qui trouvent un mot pour tout, voilà, ils ont un mot juste pour ça, pour dire voilà le fait d'avoir une librairie très grande chez toi avec plein de bouquins que t'as pas encore lu. C'est le Tsundoku. Voilà, le Tsundoku. Donc voilà, donc il fait partie effectivement de ma grande liste de bouquins, tu vois. Et bon, bah, je pense que je bosse, enfin, je suis pas mal occupé, mais voilà, j'attends le jour en tout cas où je pourrais me désoccuper un petit peu et me dire que je lirai tous ces bouquins. En tout cas, c'est prévu, je le ferai un jour. Mais donc voilà, il vient se rajouter dans ma liste, évidemment. Ok. Bon, point numéro 2. Les raids gauloises. Là, il faut que tu nous racontes. T'as fait ta première raid gauloise en Patagonie. Qu'est-ce que c'est un raid gauloise? Comment ça se passe? Raconte-nous chaque jour, chaque minute, je veux tout savoir. Alors, Olivier, on a 2 heures hein, quand même. Les raids gauloises, c'était des courses. Je pense que la première était en fin 88. Non, fin des années 80. Je pense que c'était 87 ou quelque chose. Et ça a continué jusqu'en 2003, je pense. C'était une société française, Sagar Aventure, et c'était Gérard Fusy et qui était journaliste et qui l'avait commencé avec un guide de montagne qui s'appelle Alain Guémard. Et c'était des courses enchaînées en nature, en grande nature. C'était vraiment la nature qui dictait les différentes étapes. C'était s'il y avait une rivière, c'était ou du canoë ou du raft. S'il y avait des pistes cyclables, c'était du VTT. S'il y avait des montagnes à franchir, tu marchais, c'était de l'alpinisme, c'était, s'il y avait de la mer, tu ramais en kayak de mer ou en bateau, et s'il y avait des grottes à passer, tu passais en spédio, et c'était des courses de 500 jusqu'à 1000 kilomètres de long, et c'était toujours des courses d'équipe.
Au début, c'était des courses d'équipe de 5 où il y avait au moins une personne du sexe opposé qui faisait partie de l'équipe. Et après, ça a changé en équipe de 4. Et pour moi, c'était quand c'était février, mars 95, j'ai aidé des gens avec une activité à Chamonix. Et après, on a discuté ensemble, c'était des gens de Saga d'Aventure, je ne savais pas. Et ils m'ont expliqué qu'ils travaillaient avec le Red Gauloise beaucoup. Et ils ont expliqué que la prochaine, c'était en décembre 95 et qu'il y aurait des sections de ski alpinisme et qu'il n'y avait jamais eu des équipes suédoises avant. Et le soir, je partageais une appart avec Mats. Alors le soir, on a discuté pendant le dîner et on s'est dit, écoute, on va essayer de trouver la possibilité d'y aller, parce que pendant ce temps-là, on faisait des courses de ski alpinisme. Et je venais juste de démissionner de chez Patagonia, alors j'avais l'hiver sans travail. Alors je skiais, je m'entraînais beaucoup et on avait un sponsor suédois qui nous aidait avec les courses de ski alpinisme et on les a demandé s'ils voulaient commencer à travailler avec nous de faire le Red Gauloise et ils ont dit qu'ils avaient pas l'argent. Alors j'ai été voir une autre société suédoise de vêtements qui s'appelle toujours Peak Performance et on est devenu l'équipe Team Peak Performance pendant 5 ans de course de raid jusqu'en 2000. Et en 2000, on a changé pour Salomon et on est devenu Team Human Link pendant 4 ans et on travaillait avec Salomon en France. Et après, on a changé pour des différentes sociétés suédoises et on a couru jusqu'en 2008. Alors 13 ans de course d'aventure où c'était vraiment c'était fantastique. Et ça, c'était ton deuxième job de rêve. Après Patagonia, c'était être sportif, professionnel et faire du raid d'aventure. Oui, c'était vraiment fantastique. Et comme j'ai expliqué avant, pendant ce temps, on a aussi monté une petite société de sports marketing où on travaillait avec plein de différentes sociétés pour les amener dans la nature et les faire découvrir le sport de raid ou de multisport, mais dans une petite manière, mais c'était pour souder des équipes et le travail d'équipe, de motivation, inspiration. Et c'était une période très intéressante parce que c'était aussi c'était pendant une période où c'était vraiment les médias analogues, alors la télévision et la presse analogue. Et ça veut dire que le Red Gauloise s'était financé pour pouvoir faire des grandes émissions de télé. Il y avait aussi le Eco Challenge qui est venu pendant ce temps-là. C'était Mark Burnett, un Anglais, qui avait fait le Red Gauloise à Bornéo, qui avait monté le Eco Challenge. Et on a fait beaucoup de Eco Challenge et plein d'autres courses de cette manière-là, mais c'était Discovery Channel qui était le plus grand sponsor. Alors, c'était la télé qui était la force qui poussait et qui finançait. Et après, quand le milieu médiatique est devenu digital, et il y a tout cet argent et vraiment, qu'est-ce qu'on dit, ça c'est spread out sur un plus grand plateau, et donc il y avait moins d'argent pour des grands événements comme ça. Et je pense que c'est la raison que
que les grands raids n'existent plus. Il y a que une course en Nouvelle-Zélande qui est toujours dans ce grand format, et en France il y a le Raid in France, Pascal Bahuot qui gère toujours cette course, et ou contre qui on avait couru pendant plusieurs années. Il faisait partie de l'équipe Intersport, et maintenant il a Raid in France, et c'est une course qui est toujours de la vieille manière, où ça te demandait une grande connaissance technique, avec des sections et des courses vraiment engageantes. Ouais. C'est effectivement quelque chose qui, je trouve, est assez peu connu du grand public. Alors c'est peut-être quelque chose de générationnel, hein, aussi. Après, voilà, moi j'ai jamais été très télé, donc voilà, mais j'ai l'impression, en tout cas, tu vois, autant le triathlon, on en parle beaucoup. Enfin, a priori, tout le monde sait ce que c'est du triathlon. C'est rare de voir des gens qui savent pas trop ce que c'est. Par contre, les raids, c'est peut-être moins accessible aussi, évidemment, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'on entend pas moins parler. Ouais. On connaît l'UTMB, par exemple. Bon, et c'est pas beaucoup plus accessible, tu vois, mais les raids, on en entend. Je pense que ça fait partie de la cervelle humaine. C'est impossible. Si on n'a jamais fait l'expérience, c'est impossible de capter ce que c'est. Parce que pour nous, une course, c'était vraiment lundi matin quand tu vas au travail. Nous, il y avait le départ. Et le vendredi soir, quand tu rentrais après une semaine chargée, nous, on faisait toujours la course, quoi. Et pendant la semaine, tu as mangé, tu as dormi, tu as fait plein de choses. Nous, on a très peu mangé, on a très peu dormi, on courait jusqu'à 9-10 jours de suite, quoi. Avec tous les 24 heures, c'est 2 semaines de travail, quoi. Et c'est impossible de comprendre. Alors, c'est pas intéressant pour le grand public. Moi, je pense déjà avec une course comme l'UTMB, c'est très difficile pour les gens de capter ce que c'est de courir pendant 24 heures. Même de courir pendant 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête? Les gens, la plupart des gens, ils courent 45 minutes, 1h30, 2 heures. Et c'est la même chose avec le triathlon, un Ironman. Si t'as jamais fait un Ironman, les gens, une longue distance, c'est impossible de savoir. Impossible. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour la plupart des gens, en fait, ne fût-ce qu'un semi-Ironman et un Ironman, à la limite, pour eux, ils ont pas forcément les ordres de grandeur. Pour eux, ils se disent, OK, c'est un truc, c'est impossible. De toute façon, tu sais, ils s'imaginent, tu vois, les distances qu'ils connaissent. Et puis après, tu passes dans une autre catégorie où tu te dis, en fait, là, je réalise pas, donc je peux pas me projeter dedans. Donc, en fait, faire une course de 5 heures, de 10 heures ou de 15 heures, de toute façon, c'est too much, tu vois. Donc, ça rentre dans une seule et même catégorie, mais, alors qu'en réalité, non, c'est 2 ou 3 fois plus que, en fonction des distances. Donc je vois effectivement ce que tu veux dire. Et pour revenir sur les raids gauloises ou les Eco Challenge, l'objectif c'est de partir d'un point A à un point B et de prendre alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des checkpoints? Est-ce que tu as le choix, parce que tu as le choix d'utiliser le moyen de transport entre guillemets que tu veux? Il y a certaines contraintes. Comment ça se passe? Non, il y a des sections qui s'enchaînent. Alors tout le monde, tu commences avec du kayak de mer par exemple. Après il y a une section à pied, ou avec un peu d'alpinisme, ou après il y a une section canoë, après il y a une section VTT, et ça enchaîne. Et il y a des checkpoints, mais les checkpoints, c'est des grandes distances. Alors tu choisis ton chemin que tu veux prendre pour y aller. Alors c'est une grande course d'orientation, mais ou de navigation, parce que c'est pas de l'orientation en très grand détail, c'est vraiment du grand navigation. Tu peux faire des sections de
de 30 km, 40 km entre les checkpoints. Oui, ça vaut peut-être la peine de préciser effectivement la différence entre orientation et navigation. L'orientation, les courses d'orientation, c'est très précis. Oui, à une échelle qui est elle-même plus ou moins précise, voilà, avec des échelles oui, différentes. l'échelle d'une course d'orientation, c'est une à 15 000. Alors, s'il y a 150 mètres un centimètre sur la carte, c'est 150 mètres dans la réalité. Et après, nous, on naviguait sur des cartes des 100 millièmes. Donc, une centimètre, c'était un kilomètre. Des 100 millièmes et de temps en temps des 50 millièmes. Pas 150 millièmes, c'était déjà des bonnes cartes. Mais des 100 millièmes, il y a des équidistances entre, qu'est-ce qu'on dit? Une équidistance, c'est entre les lignes sur la carte pour montrer la différence verticale. Il y avait des équidistances de 35 mètres. Alors, ça veut dire qu'il y a aussi, il y avait quelque chose de 20 mètres ou 25 mètres dans la réalité, tu ne le voyais pas sur la carte, quoi. Alors, c'était vraiment des grandes façons de naviguer. Et dans ces courses, il y a toute l'équipe doivent commencer ensemble et finir ensemble. Alors, une équipe, c'est 5 personnes, mais c'est la même chose qu'une unité. Et il y a toute l'unité qui doit tout faire ensemble. Et tu choisis toi-même quand tu veux manger, dormir, t'arrêter ou pas t'arrêter. C'est ta stratégie de course. Et ça devient... Ou pousser, tirer, porter celui qui est blessé, fatigué. Et ça fait des grandes stratégies de course. Quand tu cours pendant une semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là-dedans et partout, quoi. Et est-ce que tu es obligé ouais. Ouais. Donc dans la tête, dans le corps. Et est-ce que tu es obligé de garder en visuel? Oui, il faut être ensemble. Ou bien faut c'est être juste ensemble. Non, pas visuel, il faut être ensemble. On commence à voir se dessiner justement l'histoire d'Ottilo, hein, où on doit rester ensemble, parfois même on est accroché. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as ramené du raid justement? Oui, moi, quand on a décidé comment on allait faire cette course, parce que c'est intéressant, parce que pendant ce temps, c'était en 2005, on regardait de faire une grande course de course d'aventure qui suivait le cercle polaire de la côte norvégienne jusqu'à la côte suédoise. Et ça allait être notre, qu'est-ce qu'on dit, la fin de nos années de course de raid, mais la suite, quoi. Et quand on avait entendu parler de ce pari et on avait commencé à regarder les cartes, et on s'est décidé de faire la course télé. Pour nous, c'était vraiment, on avait trouvé quelque chose qui était, on voulait faire une course connue dans le monde entier. Et cette distance avec les îles, tout ça, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et au début, on avait décidé qu'on allait le faire en binôme, en paire, et ça venait du ski alpinisme, mais aussi des courses d'aventure, parce que quand tu fais quelque chose en équipe, tu es dépendant d'une autre personne. Et cette co-indépendance ou cette codépendance, ça crée des émotions fantastiques. Et la course devient plus qu'une course chronométrée, ça devient une expérience émotionnelle qui t'amène dans une autre dimension. Et ça devient quelque chose que tu partages avec un autre être humain que tu n'oublieras pas. Et pour nous, c'était le grand c'était l'hameçon qu'on voulait crocher les âmes des coureurs avec. Et c'était aussi une
c'était aussi pour la sécurité en mer, parce que si tu nages en mer, c'était pas partout que c'était sous surveillance. Alors tu avais ton binôme qui te surveillait aussi. Ouais, c'est comme dans la nage en eau libre ou dans la plongée en apnée. On recommande souvent de jamais faire ça seul, d'être en binôme. Ouais. C'est quand même rare que les deux fassent une syncope, par exemple, si on prend l'apnée, et il y en a toujours un pour veiller sur l'autre. C'est ça. C'est exactement ça. Alors c'était vraiment du même esprit. Ce qu'on avait appris pendant nos années de raid, c'était cet amour de bouger dans la nature. Ça veut dire que c'était de trouver un mouvement ou un flow dans la nature où les obstacles, c'était pas des obstacles, c'était juste quelque chose à trouver une manière comment les dépasser. Et c'est pour ça qu'on a vraiment flippé sur cette idée de ETLE, parce que c'était vraiment la nature où il y avait le forêt, il y avait les rochers, il y avait la mer, il y avait plein d'obstacles où il fallait juste trouver une manière de fluide, comment les dépasser, de devenir une rivière qui dépasse tout, quoi. On aura compris que ce défi d'Otilo dont vous avez entendu parler, ça correspondait plus ou moins justement à la fin de vos années de participants au raid. Donc tu nous l'as dit, hein, c'est pas Mats et toi qui avez réalisé ce défi en premier. C'est juste un peu comme l'histoire de l'Ironman d'Hawaï, des copains qui ont eu une soirée un petit peu trop arrosée dans un bar et puis qui se sont lancés ce défi-là. Et vous en avez entendu parler et vous avez décidé d'en faire un petit peu votre étendard, votre porte-drapeau, et ça correspondait bien justement au moment où vous vouliez organiser une course. Oui, c'est ça. Et ils nous ont les quatre, comme on les appelle, les original four, les quatre originaux. Ils nous ont demandé si on pouvait faire une activité commerciale de ce pari. Alors c'est comme ça. C'était leur pari et nos idées et notre connaissance de sports marketing et de créer des événements, parce qu'on travaillait énormément dans l'événementiel pendant ce temps-là, au même temps. Et il vous aura fallu combien de temps pour créer la première course Otilo? On les a rencontrés en octobre 2005 et on avait la première course le premier dimanche de septembre en 2006. Alors 10-11 mois. Wow. Ouais. Vous auriez pu faire 9 mois comme ça correspondait un petit peu à une gestation, à une grossesse. Oui, mais c'était peut-être ça. Du coup, tu peux revenir un petit peu avec nous sur cette première expérience, sur cette première organisation. Donc, vous discutez avec les quatre, les Original Four. Vous décidez d'avancer avec eux pour créer Otilo, pour créer une marque, pour créer un événement. Quels ont été les premiers défis à relever pour pouvoir créer ce premier événement? Alors la première chose qu'on avait regardé, c'était parce que eux, ça leur a pris autour de 30-36 heures de réaliser la distance, et nous avons dit qu'il fallait trouver une manière de réaliser la distance pendant qu'il fasse jour. Parce que pendant la nuit, quand il fait noir, c'est trop dangereux. Et moi, je ne veux pas être responsable d'avoir des gens fatigués dans l'archipel pendant la nuit où c'est impossible. Et tous les conducteurs de bateaux, ils pensent pas qu'il y a des gens qui nagent dans la mer non plus. Alors ça, c'était la première. Et la deuxième, c'était parce que comme en Suède, pendant l'été, on a presque 24 heures à Stockholm, on a presque 23 heures de jour. Comme on est tellement au nord, mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup de bateaux qui sont dans l'archipel. Alors, on avait dit qu'il fallait le faire après la saison d'été, mais avant que l'eau elle devienne trop froide. Alors, on avait décidé pour le premier week-end de
septembre parce que les enfants sont à l'école en Suède et ça veut dire qu'il y a moins de gens dans l'archipel. Et c'était une période où l'eau, elle était toujours manageable. C'était toujours possible de nager dans l'eau. Et après, on avait regardé le parcours qu'ils avaient fait et on avait décidé qu'on allait le modifier un tout petit peu. Mais comme c'était octobre, c'était impossible de savoir combien de temps ça allait prendre. Alors, on attendait c'était mi-juin. On est allé à l'île de Sandhamn, l'île de départ, et on s'est mis à l'eau et on a commencé à nager et courir pour savoir si c'était possible de le réaliser. À 5 heures dans l'après-midi, on avait fait 3/4 de la distance et on s'est dit ok, c'est bon, et il y aura des gens qui pourraient le réaliser. Ouais. Tu parlais d'une température relativement clémente. On va remettre dans le contexte pour des Suédois, hein, parce que pour des Français, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, enfin tous ceux qui sont sur l'Europe plutôt du sud, une température clémente, c'est une eau à 20 degrés. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'était plutôt 15-16 degrés en combi. Ça va avec des distances la première année, on avait une distance de natation de 3 kilomètres. Et maintenant, la plus longue, c'est 1800 mètres. Alors, donc, on a modifié le parcours pendant les premières années un petit peu pour trouver là où on est maintenant. La première année, on avait une équipe qui avait fini la course. L'équipe qui avait gagné, ils l'ont fait sur des matelas enflables parce qu'on n'avait pas de règles, et ils sont sortis de l'hôtel de départ avec qu'est-ce qu'on dit, des matelas enflables. Ils se sont mis dessus et ils ont pagayé pour finir la course, et on pouvait pas les disqualifier parce qu'on n'avait pas de règles. C'était free for all. Alors, c'était la première chose qu'on avait fait après la première année. On avait fait une règle de limitation de dimension de flottaison qu'on a après. Ça, je pense cette règle, on l'a changée 4 ou 5 fois après. La deuxième et la première année, il y avait que 9 binômes qui avaient pris le départ, et il y avait 2 binômes qui avaient fini. La deuxième année, il y avait 13 binômes qui avaient pris le départ, et il y avait de nouveau 2 qui avaient fini. La troisième année, on avait un grand sponsor, ils nous ont dit ok, c'est bon, vous devez changer quelque chose parce que on peut pas payer autant d'argent pour que vous avez des amis qui viennent essayer ce parcours et après que vous faites la fête ensemble. Et ça serait bien si on a plus de gens qui finissent. Alors, pendant les années, l'édition 3, 4, 3 et 4, on avait des vélos. Alors, on a créé un triathlon. Alors, on avait des vélos sur l'île de Une qui fait 21 kilomètres. Et des vélos que nous, on fournissait, c'était des vélos, qu'est-ce qu'on dit, de ville un petit peu, avec trois différentes, qu'est-ce qu'on dit, gears, ouais, 3 différentes vitesses. Et donc la troisième année, il y avait plein de coureurs qui ont fini la course, et tout d'un coup, tout le monde était content et se disait ouais, cet ETD, on peut le faire. La quatrième année, on avait presque 75 binômes qui se sont inscrits, et vers la fin, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient toujours sur le parcours, et on n'avait pas assez de vélos. Alors on a dû monter des vélos, et on s'est dit ok, on n'a pas foutu en l'air la course, mais c'était vraiment très près. Alors après la quatrième année, on a dit ok, on va enlever
on va enlever le vélo parce que c'est impossible qu'on doit transporter des centaines de vélos à travers de l'archipel. Et on perdait énormément d'argent. C'était comme si on payait les amis ou des gens de venir courir. Alors on a dit qu'on allait augmenter l'inscription 3 fois. Et quand on a ouvert les inscriptions, on savait pas si on allait avoir des coureurs parce que on avait enlevé les vélos et 2, on avait triplé le prix d'inscription. Et pour la 5e année, on avait, je pense, 100 binômes qui se sont inscrits dans 1 heure, comme ça. Alors, on avait compris qu'on avait créé quelque chose qui allait bouger, quoi. Et c'est là où on a vraiment foncé dessus et on s'est décidé que ça allait peut-être devenir quelque chose plus qu'une course. Et du coup, est-ce que Mats et toi, vous avez fait au moins une des épreuves ou vous étiez uniquement dans l'organisation? On n'a jamais fait une des épreuves. Jusqu'à présent, on a marqué tous les parcours. Donc, on a mis toute la rubalise et tout ça sur chaque édition. Et je pense même que j'ai mis la rubalise sur chaque édition de course qu'on a réalisée, donc 102 swimruns jusqu'à présent, depuis 2006, juste pour toujours savoir comment le parcours il est et aussi pour savoir que la rubalise, que les courses sont très bien marquées. Parce que s'il y a des gens qui se plaignent, je peux dire non, j'étais là, ou c'est moi qui l'a fait, ou oui, je comprends parce que ceci ou cela. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas fait une course de l'ETL Origin. Inch'Allah maintenant. Ouais, on y reviendra après. Tu vas nous raconter aussi un petit peu parce que là t'as quitté l'organisation, donc tu vas nous en parler. Mais le swimrun en 2005, ça existait déjà ou bien c'est vous qui l'avez inventé? Non, il y avait jusqu'en 2012, il y avait pas de course autre que l'ETL. Il y avait que l'ETL. Jusqu'en 2012. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'année 2012, quand on avait la 7e édition en Suède, il y avait 3 courses du même façon. Pendant le printemps de 2012, il y avait une de nos coureurs qui m'a téléphoné pour me demander si j'étais d'accord si elle appelait des courses d'entraînement qu'elle faisait ici à Stockholm, des courses de swimrun. Alors donc c'est elle, Erika Rosenbaum, qui a inventé le nom swimrun en 2012. Et j'ai dit non, c'est génial. Et je l'ai demandé, est-ce que ça te dérange si nous on utilise le même nom pour expliquer la course ETL, que c'était une course de swimrun. Alors donc en 2012, c'est la première année où c'était après 7 ou avant la 7e édition de ETL qu'on avait un nom autre que ETL pour la discipline. Et on avait décidé sur le nom de swimrun. Et en 2012, on avait aussi décidé que parce qu'il y avait 3 autres courses en Suède, on avait décidé qu'on allait appeler l'ETL le championnat du monde de swimrun pour vraiment marquer que c'était nous, quoi. et pourtant, à cette époque-là, il n'y avait pas de fédération, du coup. Enfin, vous avez dit, voilà. Il n'y a toujours pas de fédération. Voilà. C'est qu'en France que le swimrun fait partie de la fédération. Jusqu'à présent, il n'y a pas de fédération internationale de swimrun. Donc, nous, on avait décidé que ETL, la course originale, allait devenir le championnat du monde de swimrun.
Et en même temps, pour 2012, on avait 700 binômes qui avaient demandé de faire partir de la course où on avait place pour 120 binômes. Alors, c'est là où on a réalisé qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans ce milieu. On avait des gens de partout dans le monde. Et c'est là où on avait décidé en 2013, en 2012, on avait décidé que pour 2013, on allait faire la première course qualificative sur l'île de Utö, qui était l'île d'origine. Alors donc, en 2013, on avait la première course qualificative avec 40 binômes en mai. Et en 2014, cette course avait 140 binômes et on avait lancé le TILE ou le swimrun en international dans la vallée d'Engadin en Suisse, et avec le Engadin Swimrun qui est devenu la première course en dehors de la Suède de swimrun. Et puis depuis 2012, ça ne fait que de croître. Maintenant, il y a des swimruns un peu partout, mais Haut-Îlot reste les championnats du monde de la discipline. Oui. Et c'est marrant parce que le swimrun, on a l'impression d'entendre ça depuis toujours, alors qu'en réalité, 2012, c'était. Oui, mais en 2012, c'était toujours ça. Je pense que ce fameux Canal Plus, quels sont les doués, ou je me rappelle plus comment ça s'appelait. C'était Intérieur Sport. C'est ça, l'Intérieur Sport, c'était en 2013, je pense, 12 ou 13. Donc ça a vraiment pris un peu d'allure en France après l'Intérieur de Sport. Et en 2014, c'était vraiment la première course internationale de swimrun. Alors donc cette année, c'est les 10 ans de course à Engadin et du début du swimrun international. Donc wow, c'est impressionnant. C'est un tout petit bébé toujours, ce sport. Ouais, mais c'est un bébé qui commence déjà à marcher, à nager et même à courir. À 10 ans, on peut déjà faire du swimrun. Oui, c'est ça qui est cool. Et en France, je pense que vous êtes vraiment parti dans une direction intéressante. J'étais vraiment très, très, très contre cette implication du swimrun dans la fédération de triathlon au début, parce que j'ai toujours été d'un esprit libre, et de faire entrer une activité libre dans une fédération, ce n'était vraiment pas quelque chose que j'étais très fan. Mais aujourd'hui, quand je vois que la croissance du sport en France, c'est la plus grande au monde, et c'est partie, ou une grande partie, grâce à l'intégration dans la fédération de triathlon, parce que ça fait que ça donne une possibilité à beaucoup plus de gens de rencontrer le sport, ou d'être mis devant le sport. Je pense que c'est très intéressant de voir comment ça va changer le milieu du swimrun. L'avenir nous le dira. On va peut-être pas revenir sur chacune des éditions depuis 10 ans, depuis que Haut-Îlot est véritablement devenu le championnat du monde de la discipline. Malgré tout, il s'est passé quelque chose il y a quelques mois. Ça a déferlé. Alors, Olivier est triathlète. Moi, je suis un néo-swimrunner. Et donc, j'ai vu passer cette information. Mats et toi avez quitté l'organisation Haut-Îlot. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur pourquoi, comment et ce que vous allez faire après? Haut-Îlot, c'est une marque commerciale. C'est une société commerciale, et depuis 2015, on a des différents actionnaires. Et pendant la pandémie, ou depuis 2015, pendant la pandémie, on a perdu énormément d'argent, et on a dû refinancer
la société. Et Mats et moi, on avait pas assez d'argent et on a perdu un peu le contrôle de la société et on avait dans le groupe d'actionnaires, on avait des différentes idées comment aller en avant et qu'est-ce qu'on dit? Après 17 ans, tu es un peu dans tes idées et je ne sais pas. Le futur montrera l'idée qui était ou la direction si c'est bon ou si c'est pas. J'ai aucune chose à dire dessus, mais j'ai décidé que je voulais faire autre chose. Et Mats aussi. Et donc on avait décidé de quitter la société et ça ne veut pas dire je pense que ça me donne plus de possibilités de faire partie de la communauté swimrun parce que c'est un sport que j'adore et c'est un sport à quel je tiens très très près de mon âme parce que c'est un sport qui fait partie de l'esprit de Mats et moi et ça a eu une naissance de notre esprit et la communauté de swimrun dans le monde entier partage beaucoup de ces valeurs et je pense sans faire partie d'une marque commerciale, je peux peut-être faire plus de choses pour le swimrun en général. C'est comme ça que je le vois en ce moment. Aujourd'hui, t'as déjà des projets ou quoi Alors donc, j'ai pas le droit pendant une période de faire des projets de swimrun. Une clause de non-concurrence. Et que je vais respecter. Mais c'est sûr que je vais faire des choses non concurrentes de swimrun pendant cette période. J'ai des petites idées un peu partout. Je suis en discussion avec des gens un peu partout et je trouve que c'est quand tu fermes une porte, moi j'ai jamais cru que j'allais partir de Toulouse. C'était vraiment quelque chose que il y a un an, si tu m'avais demandé, je dirais jamais. Mais quand on ferme une porte, il y a plein de nouvelles portes qui s'ouvrent et on voit beaucoup de choses de manière différente. Et on voit aussi beaucoup de choses qu'on aurait pu faire différemment et tout ça. Et je trouve que le sport est dans une stage très, très intéressant en ce moment. Et qu'il y a une évolution qui va se passer d'une manière ou une autre dans les années qui viennent, je pense. Si on n'a pas de restrictions de pandémie ou de guerre ou de merde extérieure comme ça, parce que c'est un sport qui bouge. Et c'est quoi pour toi ta vision du swimrun et peut-être au sens large aussi des sports d'endurance? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense je reste avec le swimrun d'abord, je pense. Je pense qu'il y aura comme on avait dit, le swimrun, ça fait 10 ans que c'est un sport ou une activité internationale. Alors, je pense que dans les 10 ans qui viennent, il y aura beaucoup de différentes manière comment pratiquer le swimrun, mais je pense que ça va devenir ou j'espère que ça va devenir une activité que beaucoup de monde pratique avec chasuble ou non ou pas chasuble, parce que c'est quelque chose de très sympa de faire
ensemble avec des amis, de partir faire une expérience, une sortie de swimrun entre amis, de découvrir des nouveaux endroits dans le monde et de le partager avec des amis. C'est une activité fantastique, un peu comme le ski ou le VTT ou l'alpinisme. On fait des trucs, des activités non hors course. Après, je pense que le milieu course, ça va changer un petit peu. Il y aura des courses très très courtes, des super sprints rapides en ville qui deviennent plutôt c'est pas vraiment comme des courses au télé. Et ça c'est un côté du spectra, et dans l'autre côté, je pense qu'il y aura des courses de plusieurs jours d'équipes, comme on voit aussi aujourd'hui le One Water Race en Suède. Je pense qu'il y aura peut-être plus de courses d'XPD, XP Swimrun ou de Red Swimrun, et qu'il y aura une grande, beaucoup de différentes choses là-dedans. Et je pense qu'il y aura plus de fédérations qui vont prendre le swimrun sous la main, et qu'il y aura une croissance dans les pays où il y a des fédérations qui travaillent avec le swimrun. Et que ça va se professionnaliser dans quelques milieux, mais aussi ça va devenir plus libre dans des autres milieux. C'est intéressant. Si on fait un peu le parallèle avec le triathlon, bon, les formats courts, on le voit avec la Super League par exemple, où c'est des formats beaucoup plus spectaculaires et en tout cas plus propices au grand public. Avec plus de rebondissements, etc. Donc ça, effectivement, je pense que ça a du sens. Et en même temps, c'est vrai qu'on voit des formats ultra aussi dans le triathlon. Bah voilà, on a l'Enduroman par exemple. Voilà, il y a les DK Ironman, les triples DK Ironman. On enchaîne les Ironman les uns après les autres. Bon, c'est pas encore devenu la norme, hein. Je pense que ça reste quelques athlètes un peu hors norme qui font ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit, donc on pourrait s'imaginer que ce qui est la même chose dans le swimrun. Tu parlais aussi de la professionnalisation. À l'époque, parce qu'on a parlé beaucoup de l'histoire du triathlon récemment. Parce qu'on a eu Yves Cordier par exemple sur le podcast, on a eu Fred Belombre aussi qui nous a parlé aussi un petit peu de son époque, et donc voilà, on est revenu un petit peu là-dessus, et eux disaient bah oui, à l'époque tu ne naissais pas triathlète, c'est-à-dire que tu venais d'un sport, tu étais cycliste, nageur, coureur, et puis bah tu apprenais un peu, tu renforçais les autres sports pour devenir triathlète. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu regardes les triathlètes pros, bah, la plupart, ils sont nés dedans, entre guillemets, depuis qu'ils sont tout petits, à l'âge de 4 ans, ils ont fait leur premier triathlon, et puis voilà. Et donc, en fait, ils sont excellents dans les 3 disciplines. Ça, c'est un phénomène qu'on risque probablement de voir aussi dans le swimrun. Ah oui, tout à fait. Je pense que on le voit déjà qu'il y a des jeunes qui viennent qui vont venir ou qui vont devenir des swimrunners de jeune âge, quoi. Et on voit déjà en France, par exemple, il y a des jeunes des clubs de triathlon qui commencent à faire que de swimrun. Et en Suède, il y a quelques jeunes filles en premier qui sont swimrunners dès le début, quoi. Et je pense qu'on verra que la discipline va se développer de cette manière-là, parce que la natation, ça va être de la natation avec poule bouée et plaquettes dès le début, quoi. Et je pense qu'on verra plus ou moins la même
c'est une évolution d'une activité ou d'une discipline qui suit un petit peu le développement de triathlon. Je pense que la différence, c'est que, ou j'espère que la discipline la majorité de swimrun va se faire en binôme, parce que c'est ça qui fait que il y a une valeur qui est plus grande que la performance. Et je pense que c'est une des idées essentielles de base de swimrun. Et ça fait aussi que le milieu de swimrun devient ou reste plus chaleureux que le milieu de triathlon. Que ça devient, oui, ou compétitif d'une différente manière. Et ouais, parce que j'allais dire, et pourtant parce qu'on a déjà eu quelques swimrunners sur le podcast, et ils s'accordent à peu près tous pour dire que ils s'engueulent sur chaque course. Bon, en tout cas, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et bon, voilà. Après, tu vas me dire, c'est peut-être pareil dans tous les sports d'équipe, tu vois. Il y a toujours un moment, effectivement, où, surtout dans des efforts, t'es un peu long, ou t'es un peu, voilà, t'es dans des états aussi psychologiques peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus tendus et plus propices aussi à l'engueulade. Oui. C'est quelque chose que tu vois, ton qu'organisateur. Je pense que c'est pas énorme la quantité d'engueulades que j'ai vu dans d'autres sports. Je pense aussi que vous, les Français, vous vous engueulez plus que nous, les Suédois. C'est attention, Olivier est belge, hein. Donc oui. Pour lui ça colle pas. Justement, moi je suis externe aussi et voilà, et je sais que ça risque de choquer, mais c'est la réputation des Français. Voilà, désolé de le dire, mais ça. Les Français ont cette réputation de pas mal se plaindre et d'être peut-être un petit dans le négatif. Je pense. Mais bon, ouais, c'est pas moi qui le dis. Hein, je pense que quand on devient de plus en plus bon, je pense qu'on s'engueule de moins en moins parce qu'on réalise que c'est normalement négatif sur l'effort d'une équipe de s'engueuler. Si c'est pas un milieu où ça pousse l'un que le différent, mais ça dépend comment on s'engueule. On peut aussi dire allez travaille un petit peu ou ouais, avance quoi. On peut s'engueuler de différentes manières quoi. Non, mais voilà, il y avait je plaisantais un petit peu en disant hein, mais et parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font ça en couple. Et je crois qu'en couple, t'augmentes aussi les chances de t'engueuler qu'avec quelqu'un que tu connais peut-être un petit peu moins, tu vois, si c'est un partenaire de course, à mon avis, c'est pas pareil qu'en couple, parce que voilà, en couple, pas forcément, on se permet certaines libertés. Oui, ça devrait être dans l'autre manière, parce que on devrait se respecter encore plus, parce que je pense que les coureurs qui le font en couple, c'est vraiment impressionnant de prendre ce risque ensemble. Pas le risque de courir, mais le risque de se pousser si loin ensemble, parce c'est sûr qu'il y a de temps en temps, il y a un ou l'autre qui a des problèmes, et ça risque de devenir quelque chose que tu ne laisses pas seulement sur le parcours, mais que tu l'amènes à la maison aussi. C'est quoi parce que tu disais tout à l'heure, voilà, il y a effectivement des athlètes qui vont depuis le plus jeune âge se spécialiser dans le swimrun. C'est quoi un profil de swimrunner du coup? C'est ça qui est fabuleux quand tu regardes le sport, et quand tu regardes les meilleurs dans le monde, c'est des gens qui sont vraiment de différentes tailles et formats. Et je pense que c'est plutôt, il faut être fort dans la natation de haut libre, bien sûr, mais il faut aussi être fort dans le course à pied technique,
et il faut avoir la possibilité de courir vite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient la discipline la plus importante, et c'est le travail d'équipe. Parce que il faut vraiment pouvoir s'entraider et vouloir être aidé. Et beaucoup de gens, ils pensent, quand ils regardent comment trouver un coéquipier ou un binôme, ils regardent seulement sur les temps, et ils oublient que c'est dans les transitions et dans le travail d'équipe que tu peux vraiment faire une grande différence si on se complète. Ouais, et en même temps, du coup, j'imagine que c'est aussi un frein à la pratique du sport, c'est-à-dire que t'as besoin d'avoir un binôme. Si je veux aller courir, voilà, je mets mes baskets, je sors, je vais courir. Si je veux faire du swimrun, il faut que je trouve un binôme pour faire une course, hein, évidemment, mais je peux aller m'entraîner seul, bien sûr, mais donc c'est quand même un frein aussi. Oui, je ne sais pas si je vais l'appeler un frein. Il y a bien sûr plein de courses que tu peux faire en solo. Toutes les courses tu peux les faire en solo, pas le championnat du monde, mais toutes les autres courses. C'est plutôt pour pouvoir, si tu trouves pas de binôme, tu y vas, tu fais ta course, et peut-être tu rencontres quelqu'un que tu cours à côté, ou ça te donne la possibilité de courir sans binôme. Mais je pense que tout le monde qui l'ont fait en solo, il voit que c'est plus amusant en binôme, quoi. Il y a pas une application qui permet de trouver un Tinder des swimrunners, c'est pas ça? Ou c'est peut-être non, le prochain pas projet, le mien, mais Nicolas Ramirez et l'équipe Team Envol, ils sont en train ils essayent de faire un crowdfunding en ce moment pour faire une application de trouver un binôme hors de ton milieu que tu connais, quoi. En fonction de des tests de performance ou quoi, j'imagine, pour avoir quelqu'un de ton niveau. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que pour aller un petit peu dans ton sens, j'ai l'occasion de faire le swimrun des Gorges de la Loire en France avec Bertrand Soulier qu'on a déjà reçu dans le podcast. Très belle course, je pense. Ouais, très sympa, très beau paysage. Sur la version courte, pas forcément super technique, mais sur la version longue, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que Bertrand le confesse, il est moins bon nageur que moi, mais même en fait, si on n'a pas le même niveau en natation, c'est vrai que ça rajoute quelque chose dans cette épreuve, d'être tous les deux, de se soutenir, comme tu disais, d'accepter d'être aidé, voire d'aider, de tirer sur la longe pendant qu'il y en a un qui nage et l'autre qui est un petit peu plus à la peine, mais après en course à pied, on est du même niveau, donc on se complète. Enfin voilà, c'est vraiment tout l'esprit du sport, et je peux comprendre que le faire en solo, c'est pas du tout, c'est pas partager la même expérience. Non, tu parles avec toi-même, quoi. Tu t'engueules toi-même. Ouais, des fois t'as besoin de te mettre des coups de pied au cul toi-même, mais c'est pas pareil, quoi. Non. Et ce qui est sympa aussi sur le swimrun, alors moi c'est une discipline que je connais pas encore, qui me titille un petit peu, et en même temps, ceux qui écoutent le podcast depuis un moment ont compris que je suis pas un grand nageur. Moi, ce que j'aime, c'est le vélo, tu vois. Donc, je fais du triathlon, mais parce que j'aime le vélo. Donc, je me dis, en fait, faire un triathlon où j'aurais pas de vélo, mais en même temps, ça me titille parce que voilà, forcément, j'ai envie de tester. Fais attention. Et ce que je trouve tu fais attention. Si tu testes, t'es peut-être bloqué dedans après. Ah oui, ok. Ouais. Peut-être, on verra. Ouais, ok. Ouais. Je me demandais où tu voulais en venir. Ouais, peut-être. Voilà. Non, mais peut-être, effectivement, peut-être que je lâcherai le triathlon pour devenir swimrunner, tu vois, comme Hervalou. On verra. Même si, j'aime beaucoup le vélo quand même. Mais moi, ce que je trouve beau, en tout cas, c'est que, en termes de matos, finalement, alors, tu peux avoir des plaquettes ou autres, des combis spéciales si tu vas un peu plus vite, mais je veux dire, fondamentalement, t'as un maillot de bain, une paire de baskets, c'est bon. Allez, peut-être une paire de lunettes aussi, et un bonnet, mais je veux dire, t'as pas besoin de grand chose. Là où effectivement, c'est vrai que le vélo, oui, c'est un investissement. Le vélo, il faut le transporter. Tu vas en vacances, en voyage ou quoi, tout de suite, c'est plus compliqué. Là où le swimrun, en fait, dès que t'as un petit plan d'eau,
tu peux nager puis courir et donc en fait faire des enchaînements sans avoir besoin de beaucoup de matos et être dans la... Oui, aussi tu commences à regarder les cartes d'une différente manière. Avant, je courais beaucoup et il fallait toujours dépasser les lacs ou les rivières et tout ça. Et maintenant, tu vas ligne droite, c'est sympa. Il y a pas d'obstacle. Tu croises le plan d'eau comme tu veux. Tu continues sur l'autre côté au lieu de le contourner ou n'importe. Tu croises et c'est fabuleux de redécouvrir la nature avec des lunettes complètement différentes, quoi. Et en termes de matos, justement, puisqu'on en parle, c'est des choses qui sont encore en train de voir le jour. Ça existe déjà, hein. Il y a des combinaisons qui sont prévues pour le swimrun. Maintenant, voilà, c'est encore le début, je pense. J'imagine, il y a encore du matos qui va arriver par la suite, tu penses? Oui et non, parce que, comme tu dis, il n'y a pas énormément de matériel que tu as besoin, ou dont tu as besoin, mais c'est la combi, bien sûr, et je pense qu'une combinaison de swimrun, c'est vraiment différent parce que c'est facile à courir avec, et tu peux l'ouvrir, tu peux l'enlever, c'est vraiment, ça fait une grande différence. Après, les chaussures, tu peux pas trop faire une évolution de chaussures, c'est d'avoir une paire de chaussures qui sèche vite ou qui n'est pas lourd avec l'eau, quoi. Et après c'est le pull buoy. Je pense en ce moment le pull je ne vois pas trop comment on peut faire le pull d'une autre manière. Et après c'est les plaquettes. Et bien sûr, les plaquettes, tu peux les changer, tu peux les faire plus grands, plus petits ou je ne sais pas quoi, mais c'est quand même pas énormément de matériel de plus que tu auras besoin, et c'est pas vraiment là où ça fait une grande différence. Tu peux être compétitif avec une combi de très haute gamme et d'une combi de basse gamme, quoi. Il y a pas. Des chaussures de swimrun, par exemple, ça n'existe pas encore aujourd'hui. C'est les chaussures de running et juste essaye de prendre celles qui sèchent rapidement, quoi. C'est des chaussures, c'est sûr. Il y a des marques qui disent que c'est des chaussures de swimrun, mais c'est des chaussures de trail. Et si tu penses que le swimrun c'est vraiment un trail, mais avec des sections de natation entre les sections de course à pied, c'est des chaussures de trail. Et je pense que si tu as une chaussure qui marche bien pour le swimrun, c'est vraiment quelque chose de très très bien pour le trail. Alors pour moi, si j'étais fournisseur de chaussures ou producteur de chaussures, je regarderais le milieu de swimrun pour faire une chaussure qui marche bien dans ce milieu, parce que c'est clair que ça va devenir une chaussure de trail de très haute performance. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. On a fait un beau tour d'horizon. Est-ce que toi, Mickaël, de ton côté, il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport au swimrun? Enfin, ou au Tilo, ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Oui, il y a énormément de choses à dire, mais je pense, j'ai hâte de voir la saison de swimrun cette année, parce que je pense qu'il y a des nouvelles équipes françaises qui vont venir. C'est sympa de voir l'équipe nationale française de swimrun, parce que je pense que ça va attirer des nouvelles catégories de coureurs. Et ouais, ça va être intéressant de voir le circuit hôtelier d'en dehors de toute cette cirque. Est-ce que 2023, ce sera la première année où Mickaël et Matt, ou quelqu'un d'autre peut-être, s'alignera sur la course au Tilo? Non, je vais pas la faire en 2023.
j'ai une autre course que je vais faire, qui sera ma course A cette année. Peut-être dans le futur, je ferai le télé. On verra. Ok. Et dans l'actualité swimrun, on a encore le défi Agrippa de Hermano qui approche très bientôt. Alors je sais pas encore quand est-ce que cet épisode sortira, mais ce sera à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, de toute façon, on vous fera très probablement un épisode de débriefing. Génial. De tout ça. Ouais, on sera pas tout à fait sur l'esprit swimrun, sur le défi Agrippa, mais bon, je vais enchaîner course à pied et natation. Après, c'est d'un côté logistique, traverser la France et traverser tous les lacs et toutes les rivières. J'aurais bien voulu, mais j'ai quand même dû me fixer sur un axe. Mais voilà, tous les jours il y aura de la natation, tous les jours il y aura de la course à pied, et puis plus j'arriverai vers le littoral du côté de Nice et autres, et plus on multipliera les sessions course à pied et natation. Donc là, on se rapprochera de l'esprit swimrun. Ah, tu commences où? Je commence à Dunkerque, tout au nord de la France, Ouais. à la frontière franco-belge. Et puis l'objectif, c'est de descendre par une ligne droite qui fait en gros Dunkerque. Je passe à l'est de Paris et puis je traverse Lyon. Et après, avant d'arriver à Marseille, je tourne à gauche et je vais vers l'Italie pour arriver à la frontière franco-italienne du côté de Menton. Wow. Et tu penses faire combien de temps? Un mois, du 15 mai au 12 juin, avec des étapes de 60 km de course à pied par jour et puis 3-4 km de natation. Ah ouais. Et 60 km de course à pied enchaînée ou en différentes étapes? Non, l'idée c'est de faire 2 étapes, faire une étape le matin avec une trentaine de kilomètres, une pause le midi et une étape l'après-midi, pareil d'une trentaine de kilomètres. Ça varie un petit peu suivant les jours, mais en gros on est là-dessus. Et puis la natation placée le soir, en tout cas tant qu'on n'arrive pas à côté du littoral méditerranéen. Et puis après dès qu'on est sur le littoral méditerranéen, alterner natation et course à pied dans la journée. Génial. Alors tu partages comment je peux le suivre, comme ça je viendrai peut-être te voir parce que je serai dans le sud de la France les dernières 2 semaines de mai. Eh ben écoute, ce sera avec plaisir. On peut retrouver toutes les infos sur le site agrippa.me, agri2pa.me, où il y a toutes les étapes. Et puis on travaille là pour intégrer un live tracking pour savoir exactement où je serai et à quel moment. Donc comme ça, même les auditrices et les auditeurs qui sont intéressés pourront aller regarder ça. Fantastique, impressionnant. C'est bienvenue, ou vous êtes tous les deux les bienvenus en Suède. Je veux montrer notre paradis de swimrun ici. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Tu vois, c'est comme ma liste de bouquins, tu vois, j'ai une liste aussi avec des courses que j'aimerais faire un jour, donc voilà, Kilo en fait partie. On va se mettre ça au programme, ou au pire on ira chercher un compère ou une compère pour essayer de venir jusqu'en Suède pour visiter le pays et puis pour en profiter pour faire du swimrun. C'est bien. Mickaël, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Il y a une dernière question sur le podcast que je pose toujours, qui s'appelle Devenir triathlète. En général, on demande comment devenir triathlète, mais pour toi, on va la pimper un peu. Mickaël, comment est-ce qu'on fait pour devenir swimrunner? Pour devenir swimrunner, il faut juste vouloir. C'est facile, c'est tellement facile parce que c'est que commencer à bouger. Ça veut dire ou marcher, ou courir, ou courir, marcher. Et après, trouver un plan d'eau et de se mettre à l'eau et de nager ou flotter ou n'importe. Et sur l'autre côté, on continue à bouger sur terre. Et quand on commence à faire ça, on réalise que waouh, c'est cool de nager avec les baskets. Et après, on devient de plus en plus intéressé et on commence à voir sur Facebook ou n'importe où on peut trouver des communautés à qui on peut se réunir et de venir faire un peu de swimrun ou des activités de swimrun avec eux. Et ça bouge. Et dès qu'on met les plaquettes et le poolway la première fois, Olivier, tu verras, la natation, c'est fun. Ouais, mais c'est ce que
Je pense que j'arrête pas de lui dire, je vais l'emmener, un de ces quatre, je vais l'emmener. Je pense que le truc le plus intéressant avec le swimrun, c'est de découvrir son milieu naturel d'une autre façon, d'une autre manière, et que ça devient quelque chose, ça devient une drogue parce qu'on le fait avec des amis. Et on n'a pas besoin de la chasuble, c'est plus de faire des sorties en amis et de voyager un petit peu dans la nature et dans soi-même. Wow, écoute. Bon, écoute, ça donne envie en tout cas. Ouais. Carrément. Du coup, merci encore une fois, Michael, pour avoir accepté notre invitation, pour avoir répondu, pour avoir partagé ça en français. Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, Michael, peut-être qu'on se croisera du coup en France, peut-être pendant le défi Agrippa, où j'espère qu'on aura l'occasion de venir te voir en Suède pour que tu nous fasses découvrir le pays et découvrir le swimrun. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci à toi, Michael, et à la semaine prochaine. Salut à tous. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.